Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'actualité, c'est surtout ce qui se passe en métropole, sécurité globale, quelles sont aujourd'hui les questions qu'on se pose sur la démocratie, il y a même sur une chaîne quelqu'un de dire que dans les pays dits dictatoriaux, on a mieux géré le Covid. Est-ce que aujourd'hui la démocratie est en danger? C'est la question qu'on pose dans Causement Réunionnais. Bonsoir Didier Lombard. Bonsoir. On peut se poser la question de la démocratie parce que c'était impressionnant d'entendre ça en disant que on a mieux géré le Covid dans les pays où c'est un peu, je dirais, il y a moins de liberté que dans les pays où il y en a plus. La démocratie est-elle en danger lorsqu'on entend ça? Si on prend l'exemple de la Chine, je pense qu'il n'y a pas spécialement de démocratie dans ce pays-là, il faut être clair. Maintenant, le fait d'avoir un gouvernement qui prend des décisions rapides et systématiques pour tous, ça a peut-être aidé à faire reculer, sans doute, l'épidémie et la contamination et les morts dans ce pays-là. Maintenant, on sait très bien que dans les pays dictatoriaux tels que la Chine, et bien d'autres, les chiffres avancés sont aussi bidonnés bien souvent, parce que effectivement la presse, on va y revenir ensuite dans les discussions, je pense, est aux mains du parti unique, des organes d'État, et on peut pas dire ce qu'on veut et donner un autre point de vue que le point de vue officiel. Il y a d'abord les règles qui ont été mises en place en France depuis le début de l'épidémie et puis du confinement. Est-ce que ces règles, c'est un peu ça fait reculer la démocratie? Les règles, qu'est-ce qu'on entend par règles? C'est-à-dire les règles de distanciation, les règles le masque, ne plus sortir à n'importe quelle heure, avoir des heures pour avoir 1 heure ou 3 heures de sortie par jour, ne plus se serrer la main, ne plus se dire bonjour. Est-ce que toutes ces règles-là montrent que peu à peu l'État a un contrôle sur sa population? Moi, je pense pas que ça soit ça qui remette en cause la démocratie ou la possibilité pour les gens de s'exprimer en soi. Ce sont des mesures de bonne aloi que de faire attention aux autres et à soi-même. C'est-à-dire, si c'est pour se protéger avec le masque par rapport à la projection de salive qui peut être contaminante, etc., c'est justifié, il n'y a rien à redire là-dessus. Là où il y a des choses à redire, c'est que cette politique préconisée par Macron et son gouvernement, par exemple les masques, elle est on ne peut pas dire moins qu'elle est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps le gouvernement dire qu'on n'avait pas besoin de masques, parce qu'en fait les masques ils étaient soit dans des stocks moisis, comme on a pu le découvrir à La Réunion, soit en nombre notoirement insuffisant. Donc ça montre l'incurie plutôt de la politique gouvernementale. Mais ce que je voulais dire, en plus, donné comme autre exemple, c'est que cette politique, oui, elle est à géométrie variable. Quand on voit le gouvernement interdire les rassemblements de plus de 6 personnes dans le cadre, disons, familial ou amical, etc., et permettre à des dizaines, à des centaines de milliers de travailleurs de se serrer comme des sardines dans les trains, dans les métros, dans les bus, etc., et dans les usines. Parce que dans les usines, on a quand même, nous, Lutte ouvrière, un certain nombre de camarades qui y travaillent, et en particulier dans les grandes, et qui nous remontent des informations qui nous montrent qu'effectivement, les usines, comme dans bien d'autres domaines, se placent
se placent en dehors des consignes gouvernementales officielles. C'est-à-dire que les distanciations, quand on est à quelques pas de son camarade de travail à qui on tend une tôle pour l'usiner, etc. Eh bien, il est bien entendu que au bout d'un certain temps, les distanciations, elles sont impossibles. Et donc, on voit ce gouvernement permettre au patronat, effectivement, de faire, disons, une exemption à son égard et lui permettre ce qui ne permet pas à tout à chacun, que ça soit dans le cadre de ses activités personnelles ou pour aller faire des courses, par exemple chez le petit commerçant du coin, etc. Ceux-là, on va les emmerder, on va les obliger à fermer leur boutique, etc. Alors que à côté de ça, effectivement, les grands centres commerciaux, les grandes entreprises, on leur permet un peu de faire tout et n'importe quoi. Alors c'est certain qu'il y a des entreprises, il y a des commerces qui respectent et qui essayent de faire respecter la loi. C'est un fait aussi, mais il y a 2 poids 2 mesures. Donc on voit bien que ce gouvernement il est surtout à l'écoute, une fois de plus, du grand patronat. Et sur le projet qui actuellement crée la polémique en métropole, le projet sécurité globale, ne plus avoir le droit de faire des photos des policiers pendant les événements, les manifestations et surtout lorsqu'il y a des échauffourées, c'est une menace ou pas? Parce que là, certains disent que on touche directement à la liberté. C'est la liberté d'informer, tout simplement. Je crois que vous êtes bien placé puisque c'est votre métier, comme tant d'autres. Heureusement que les journalistes sont là. Heureusement que, effectivement, on a le droit de s'exprimer librement dans le cadre du respect, effectivement, des personnes et de la protection des personnes, bien sûr, y compris des policiers. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'interdire tout simplement aux journalistes de filmer et à tout à chacun, puisque tout le monde est outillé des moyens de filmer aujourd'hui avec les portables, etc., les iPads, de filmer les manifestations et donc l'action des policiers. Alors quand on voit ce qui s'est passé par exemple pendant la période des Gilets jaunes, où des dizaines de gens ont été blessés, éborgnés, ont été matraqués, des vieilles personnes de 70 ans et plus, bousculées, poussées à terre, écrasées, étouffées, etc. par les forces de l'ordre, ou plutôt du désordre, dans ces cas-là, eh bien, effectivement, on voit le pouvoir politique en place intervenir pour couvrir ces agissements. Parce que s'ils n'avaient pas à camoufler quoi que ce soit, eh bien, les journalistes feraient leur boulot et ils ne se permettraient pas, bien sûr, de publier le nom des policiers, etc. Ça, c'est du domaine de la justice. Mais on voit que ce pouvoir-là, effectivement, il se raidit. Il se raidit parce qu'on est dans une période difficile, on est une période de crise, et il est là aussi pour défendre les intérêts de la grande bourgeoisie. Donc, il a besoin, effectivement, de mettre tous les gens qui contestent le système au pas. Ceux qui protestent contre cette loi, qui est une loi inique, qu'on doit combattre effectivement, mais y compris contre tous ceux qui combattent sa politique. On voit le gouvernement récemment ressortir, par le biais de son Premier ministre, le projet de loi sur les retraites. Il y en a d'autres qui doivent venir après. Il y a aussi la remise en cause du droit à l'indemnisation chômage qui est dans les tiroirs. Il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Tout ça ne peut que créer du mécontentement. Et puis il y a aussi les dizaines, les centaines de milliers de licenciements. On a vu chez Danone, par exemple, un trust qui fait des dizaines de milliards de bénéfices, qui augmente les dividendes de ses actionnaires de 17% de 2018 à 2019, et qui se permet d'annoncer le licenciement de 2000 de ses salariés. Alors, 2000 parmi les mieux lotis, si on peut dire, puisque c'est essentiellement des cadres des gens de la direction, etc. Mais malgré tout, ce sont des salariés et on leur fait payer
comme à n'importe quel ouvrier, eh bien, la volonté des gros actionnaires de Danone de maintenir coûte que coûte, même si la production, même si la consommation a baissé pendant la période de crise, il faut que ces gens-là continuent veulent que ça continue à leur apporter. Tout ça, ça crée bien sûr dans l'ensemble de la population laborieuse un grand mécontentement. Il y a 10 millions de pauvres en France, ça c'est les chiffres officiels. Tout ça, bien sûr, ça ne peut que déboucher sur un grand mécontentement et une explosion de colère demain. Et donc, le gouvernement, il agit dans la précipitation et dans la panique, d'une certaine façon. On le voit, il n'a pas une politique vraiment déterminée, que ce soit pour le Covid, etc. C'est un peu fait de bric-à-brac sa politique. Mais là, dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu contre les violences policières, contre les immigrés qui ont été virés de leurs endroits où ils vivaient sous la tente, etc. Ils devaient en reloger 2500, je crois bien, et finalement il y en a 500 qui n'ont pas été relogés et qui se retrouvent aérés dans la rue en plein hiver, etc. Et quand ils protestent symboliquement sur la place de la République, qui est quand même, en France, un peu un emblème, justement, on nous parle des valeurs de la République, on voit ce que c'est que les valeurs de la République bourgeoise. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont en tête, c'est-à-dire égalité, fraternité. Non, on tape sur les plus pauvres, on tape sur les gens qui sont sans logement, qui sont démunis de tout, etc. C'est une honte. Et ça, c'est commandité par Macron et sa bande, et il voudrait encore, en plus, que ça soit tu, que ça soit camouflé. Justement, ça revient à cette question-là. Aujourd'hui, est-ce que la presse, aujourd'hui, est encore un élément de cette démocratie ? Est-ce que la presse a encore l'énergie et la force d'exister en tant que telle au sein de cette démocratie-là ? Ou est-ce qu'on va vers une évolution de la presse et que cette évolution-là est bonne ou pas bonne pour la démocratie ? Vous savez, vous connaissez sans doute aussi bien que moi l'évolution de la presse ces dernières décennies. C'est quoi l'évolution générale ? C'est une prise de contrôle de la presse par des groupes capitalistes. Que ça soit Bolloré, on le voit récemment avec la mise à l'écart d'un journaliste qui était un peu trop, caustique, etc., un humoriste qui a été mis à la porte sur Canal+. On voit effectivement Bouygues qui détient des dizaines de journaux. On voit Lagardère qui vend des armes, etc., détenir lui aussi, avoir mis le grappin sur un certain nombre de journaux qui étaient indépendants avant. On voit on a vu, ou je ne sais plus si c'est toujours vrai aujourd'hui, mais en tout cas Libération, qui était un journal qui avait été créé par des militants d'extrême gauche après 68, dans les années 70, passé sous la coupe de Rothschild. Donc, et plus près de nous, Antenne Réunion était qui sont les actionnaires d'Antenne Réunion à La Réunion, de Châteauvieux, etc., etc. Donc, on voit aussi dans la presse écrite à La Réunion les difficultés dans lesquelles se débattent les journalistes du quotidien, à qui on annonce 24 licenciements. Et à qui la direction, en plus, impose une certaine censure quand on parle de l'affaire de certains patrons sur la place, etc. Donc on voit cette pression permanente du milieu économique, des dirigeants du système, faire pression de plus en plus sur les journaux, les mettre au pas, parce que après-guerre, il y avait des dizaines de quotidiens en France. Il y avait des centaines de journaux en France. Ils sont combien aujourd'hui ? Je veux dire, la possibilité d'expression multiple, c'est une chance, c'est une richesse. Tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose. Et quoi de mieux que la presse,
ou les médias aujourd'hui, au sens large, pour effectivement s'exprimer. C'est très difficile. Nous, par exemple, on sort un petit journal ici tous les 15 jours. En France, nos camarades, ils sortent un journal toutes les semaines, qui sont d'ailleurs consultables en ligne. Mais, je veux dire, si demain, on relate des faits de violence policière dans notre journal, hein, qu'est-ce qu'on va nous demander ? On va nous demander d'en passer par le service de communication de la police nationale, qui exige aujourd'hui son droit de validation de reportage avant diffusion de l'article qu'on aura écrit. Je veux dire, c'est le retour au pétinisme. Hein, c'est la... je ne parlerai pas du nazisme, bon, mais je veux dire, tous ces régimes dictatoriaux qui existent aussi dans le monde, hein, quand on voit ce qui se passe en Algérie, quand on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite, ou dans la Russie de Poutine, eh bien, ou en Chine, hein, je veux dire, la liberté d'expression, elle n'existe pas. Hein, effectivement, il faut passer par la censure. Eh bien, Macron, qui se réclame de la démocratie, hein, puisqu'il se targue d'avoir été élu démocratiquement, etc., il voudrait limiter cette démocratie au service minimum. C'est-à-dire que, bon, on peut parler des chiens écrasés, mais on peut pas parler des flics qui matraquent les travailleurs en grève ou les immigrants qui demandent à ce qu'ils soient respectés en tant qu'êtres humains. Donc là, on est sur une pente très glissante, et il est temps de se rattraper, à condition qu'il y ait une mobilisation. Et nous, on est totalement solidaires avec les manifestants qui, par dizaines de milliers, on s'est descendu dans les rues ces derniers jours en France. C'est eux qui ont raison. Ils ont raison de se mettre en travers des lois que le gouvernement essaye de faire passer désespérément. Et je crois que même dans son propre camp, il y a des gens qui voient le danger. Hein. Donc il n'y a pas simplement des gens comme nous à lutte ouvrière qui... c'est beaucoup plus large aujourd'hui. Je pense qu'il y a un début de prise de conscience d'une bonne partie de la population qui se disent que le pouvoir français, le pouvoir du gouvernement français va beaucoup trop loin et qu'il va falloir l'arrêter parce que sinon on est mal parti, on est très mal parti. Comment aujourd'hui, on a vu la population dans les rues, on a manifesté contre cette loi sécurité globale, mais on sait que le pouvoir économique, malgré tout, est aujourd'hui omnipotent. Et comment aider la presse qui a besoin d'argent pour être, malgré tout, qui doit pouvoir dire la vérité, donc sauvegarder son indépendance? Nous, ce qu'on pense, c'est que tant que cette presse, comme je viens de vous le dire, est aux mains du patronat ou des actionnaires, des détenteurs de capitaux, c'est même pas le patronat, à la limite, il y avait des patrons de presse qui se battaient pour faire entendre un certain son de cloche. Hein. Je pense à des journaux comme Le Monde en France, ou fut un temps Libération. Je pense à l'Humanité aussi, hein, parce que bon, c'est un journal qui a compté, bien sûr, il rencontre des difficultés, etc., bon, à cause de la politique du PC, hein, aussi. Mais, je veux dire, c'est la richesse de la presse du pays. À La Réunion, il y a Le Gire, il y a Le Quotidien, etc. On se félicite de la présence de ces journaux-là, parce que c'est des journaux d'information qui sont absolument indispensables à la vie démocratique. Maintenant, on n'est pas forcé d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Hein. Pour revenir aux aides à la presse, l'aide à la presse, de toute façon, elle existe. Hein. Alors, effectivement, les journaux locaux se plaignaient du fait que les aides à la presse nationale n'étaient pas appliquées de la même façon, équitablement à La Réunion. Ceci dit, regardez Le Quotidien. Ils ont annoncé des licenciements. Le porte-parole du SNJ, lors de la dernière manifestation à Saint-Denis, hein, le 25, a annoncé publiquement que la nouvelle aide, parce qu'il y a déjà eu une aide de 800 000 euros hein, pour les deux journaux, la nouvelle aide de 580 000 euros qui va tomber dans l'escarcelle de la patronne du Quotidien, ne servira pas, à c'est dire, à sauvegarder l'emploi.
C'est-à-dire que la machine infernale du licenciement collectif va continuer. Alors ça va servir à quoi cet argent? À continuer à rémunérer les actionnaires du quotidien? Question. Donc, dans le cadre du système capitaliste, il n'y a pas de protection des travailleurs qui, en l'occurrence, au quotidien, sont ceux qui rédigent le quotidien. Sans le travail des journalistes, il n'y a pas de quotidien, ou pas d'autre journal. Donc, je veux dire, la liberté d'expression journalistique, etc., elle est sous surveillance et sous menace permanente dans le régime capitaliste. Voilà ce qu'on pense, nous. Après, la seule façon de préserver cette liberté d'expression journalistique ou autre, c'est la lutte. C'est le rapport de force. C'est se battre, effectivement, pour la préserver, cette liberté d'expression. Merci Didier Lombard, en tout cas, pour cette explication sur la démocratie, sur la liberté de la presse, et aussi parce que le contexte montre que ce soit la presse, que ce soit la liberté, est en train de se réduire un petit peu dans la vie de tous les jours. Comme pour chacun. Ouais, et on va voir, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci pour ces informations. Ah bon, d'accord. On va juste nous tourner une page, on se retrouve juste après.